Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau rapport de bataille de la fin des temps de la chaîne de Warhammer Amateur. I give my body, heart, and soul to the lady whom I seek. No plea for help shall find me wanting. No obstacle will stand before me. Alors déjà, merci à Esquisse Miniature qui nous a fourni les forêts imprimées que vous verrez lors de ce rapport de bataille. Je vous mettrai le lien en description pour sa chaîne. Et également, merci à nos partenaires, Rebel Forge pour avoir les figurines officielles de Games Workshop, bien évidemment Forge 3D et Forge de Fenrir pour les impressions 3D, également des unités. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, on a pas mal de belles choses et des codes promo, c'est tout en lien dans la description. Le Tipeee est toujours ouvert si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, on en a besoin. Cette vidéo, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? La bataille d'aujourd'hui va tourner sur un duo, une espèce de duo de personnages de la fin des temps. Tout va parler surtout de Hippolyte. Hippolyte le Pieux, personnage donc ancien baron de Bastogne, personnage ramené par un joueur, Quentin, c'est son seigneur avec tout son background qu'il ramène à chaque bataille, a beaucoup participé à la fin des temps. Non seulement sur la chaîne pour les parties, avec la maison Tahal où il était encore qu'un baron, et bien évidemment au sauvetage de la fée enchanteresse des griffes des rois des tombes. Rappelez-vous, la fée enchanteresse était prisonnière des contes vampires, les contes vampires l'ont amenée à Nagashizar pour la sacrifier pour que Nagash revienne, Khaleda est arrivée, elle a pété la tronche des vampires et elle est repartie avec les prisonniers, en tout cas les artefacts, et les prisonniers sont repartis avec Noumas. Sur le chemin du retour de Noumas, Hippolyte de Bastogne, le fameux baron parti en croisade car il entendait les murmures de la fée qui demandait de l'aide, a sauvé la fée enchanteresse. C'est donc non plus seulement un baron, mais c'est le protecteur de la fée. Il a été nommé duc de Bastogne pour ce grand fait de sauver la fée enchanteresse. Mais c'était pas tout. Pendant la campagne nationale, Hippolyte le Pieux, partant des terres arides, a combattu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc pendant le nord des terres arides, il a combattu sur tout son chemin du retour, en ne pouvant plus prendre la mer, en affrontant les Skaven par dizaines, les guerriers du chaos qui attaquaient sporadiquement dans les nords des terres arides, et les peaux vertes. Ce personnage a donc protégé la fée non-stop. Sachez que c'est le champion des forces de l'ordre, d'ailleurs, le joueur bretonien. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est lui qui a le plus combattu et le plus gagné pour les forces de l'ordre. Enfin, les forces, pardon, de la Bretonie. Donc, c'est un personnage qui prend vraiment de l'importance. Et cette bataille, ça fait très longtemps que je la prépare, parce que la Bretonie, pour vous remettre également dans le contexte de la fin des temps, elle n'a plus Louan Cœur de Lion. Elle n'a plus de roi. Elle n'a plus la fée enchanteresse depuis plus de 2 ans et demi, voire même 4 ans hein, pour la fée. Donc vraiment, c'est un boxon sans nom, la Bretonie, à ce moment-là de la fin des temps. Mais c'est le retour de Hippolyte le Pieux, duc de Bastogne, protecteur de la fée enchanteresse, et qu'il ramène avec lui de sa très longue croisade, la fée. La fée, donc, est un personnage surpuissant, Morgiana, même avec sa règle de V6, hein, reste un personnage très fort, une magicienne de la vie excellente. Nous avons combiné les profils un petit peu à la mode End Times hein, pour cette partie. Autrement dit, elle a un seul profil avec sa licorne. Et Hippolyte le Pieux, chevalier du Graal, duc de Bastogne, protecteur de la fée enchanteresse, a eu le droit, hein, pour un personnage non nommé, techniquement, de devenir un personnage End Times nommé, c'est-à-dire qu'il a fusionné son profil avec son hippogriffe et il a des stats un tout petit peu améliorées parce que quand même le gars il commence à être vraiment énervé. Et justement, en revenant en Bretonie, chargé de gloire, il a protégé les principautés frontalières du mieux qu'il pouvait, il a sauvé la fée, il a participé à la maison Tahal. Hippolyte le Pieux devient un personnage emblématique de notre Bretonie, de notre fin des temps. Autrement dit, il est potentiellement le futur roi de Bretonie. Il faudra qu'il soit reconnu encore par d'autres chevaliers. Mais cette bataille va être décisive. Pourquoi? Parce que les forces du chaos ne veulent absolument pas que la fée enchanteresse soit survivante.
Ça leur arrangeait bien qu'elle ne domine plus à l'ouest du Vieux Monde, en tout cas qu'elle ne protège plus la Bretonnie. Donc, les dieux du chaos envoient quelqu'un pour assassiner la fée. Karanak, malheureusement, le chien de corne qui aurait été parfait pour ça, c'est un anti-mage, un chien des enfers qui cherche la proie de corne. Malheureusement, s'est fait défoncer la tronche par Oxyotul. Donc, il est encore dans la forge des âmes. Le preneur des crânes, également un corneux, est pris ailleurs aussi. Vous verrez où il est. Donc, il ne restait plus qu'une chose pour le chaos. Quelque chose qui peut passer à travers le bastion de la foi, le mur de glace qui est en Kislev et qui donc bloque les forces du chaos au nord de Kislev. La mer est devenue extrêmement dangereuse à traverser car, grâce à la campagne nationale, Albion est sous les forces des nains, des humains, etc. Donc il y a une base fortifiée au nord du Vieux Monde. Marienbourg a également été protégée par les nains et les humains et les elfes. Donc vraiment très dur d'arriver avec une flotte sans se faire avoir. Mais il y a un personnage dans le chaos qui peut se téléporter, qui peut littéralement utiliser des portails warp, on pourrait dire comme dans 40K, des voyages warp. Il passe par les royaumes du chaos et arrive en volant sur les vents de magie sur le haut de son drakkar. Et ce personnage, c'est Wulfric, celui qui cherche l'adversaire absolu. Et je me suis dit que c'était parfait pour faire une tentative d'assassinat de la fée enchanteresse pour les forces du chaos, pour que Hippolyte de Bastogne ne reste qu'un Hippolyte de Bastogne et pas le roi de la Bretonnie, et surtout pour prendre la tête de la fée enchanteresse et faire que la Bretonnie reste dessoudée. Le but de la bataille est donc celui-ci. Nous allons nous battre sur cette table qui est une table d'un lac du Graal, un endroit où Hippolyte vient recevoir son onction et devenir le héros de la fée. C'est un acte qui lui permettra d'être roi, si vous préférez. Elle vient le nommer roi devant son armée, en plein territoire de Bastogne, pour tout simplement prouver sa puissance et récompenser son héros. La fée enchanteresse, hein, rappelez-vous, c'est elle qui conseille le roi. Le roi Louan Cœur de Lion étant blessé, hein, il a été blessé par Malobode et apparaîtra ou pas dans notre fin des temps, vous le verrez bien plus tard. Il lui faut un roi et Hippolyte de Bastogne devrait le devenir. Cependant, au moment où ils approchent du lac et de cette statue de la dame, eh bien, Wulfric attaque. Et Wulfric attaque avec des monstres. Il charge avec son drakkar, il débarque avec son drakkar, ses guerriers du chaos, et vient chercher la tête de la fée et empêcher complètement Hippolyte de Bastogne de pouvoir même ne recevoir qu'une onction de ce lac béni. C'est une bataille à 3000 points. Je jouerai Wulfric, parce que j'ai peint l'armée dernièrement, et j'en suis plutôt fier, contre Quentin, qui jouera donc les Bretoniens, commandé par Hippolyte et la fée. C'est une bataille end times, donc les personnages peuvent monter jusqu'à 50%. Donc c'est vraiment, voilà, c'est colossal. Il y a beaucoup de points du côté des personnages, du côté de la Bretonnie, mais j'ai aussi des petites surprises pour les guerriers du chaos. Les guerriers du chaos sont commandés non pas par Wulfric, qui est un envoyé des dieux, mais par un sorcier niveau 4 du métal, qui a une invulnérable de 4 et un petit parchemin de dissipation, parce qu'il me fallait de la magie puissante. Du côté des héros, j'ai un porteur de la grande bannière guerrier du chaos avec la couronne de télacité et j'ai Wulfric, bien évidemment, qui a ciblé dès le début de la bataille la fée. Si je tue la fée, je gagne la partie. Même si mon armée est entièrement détruite, si je tue la fée, je gagne la partie. Donc vraiment, c'est un assassinat ciblé. Pour Quentin, il doit protéger la fée le plus longtemps possible. Si je tue Hippolyte aussi, j'ai un petit bonus, hein, parce que je tue le prétendant au trône. Ça m'arrange si je tue aussi Hippolyte. Mais il faut surtout que je tue la fée. C'est l'assassinat de la fée. Du côté de mes troupes, je joue beaucoup de maraudeurs parce que je trouve que c'est extrêmement lore dans l'armée de Wulfric. Je joue 2 blocs de 24 maraudeurs, armes lourdes et boucliers. Je joue également un pack de 22 guerriers du chaos, hallebarde, bouclier, marque du chaos universel. Tout le monde est en marque du chaos universel. Rappelez-vous, ma marque du chaos universel pour la fin des temps, c'est j'ai le droit à une relance de ce que je veux. Ça peut être une relance de charge, une relance de commandement, ou alors toutes les relances de blessés d'un round ou toutes les relances de touche d'un round, utilisables qu'une seule fois dans la partie par régiment.
Donc, c'est pas la même que Old World, hein, pas du tout. C'est juste que, vu que le chaos est débridé, je trouve que c'est très très fort d'avoir ça, mais une seule fois par bataille, c'est le chaos puissant. En unité de base, j'ai également deux régiments de 5 cavaliers maraudeurs à hache de jet et lance de chasse avec petit bouclier. Et enfin, en unité spéciale, j'ai une chimère. J'ai également pris, bien sûr, pour les unités rares, une Mutalita Vortex, parce qu'il me fallait encore plus de magie. Et surtout, vous l'avez vu sur l'armée, le mammouth de guerre. Merci à Jean Lama pour le cadeau. Le mammouth de guerre, figurine Forge World. Enfin, c'est une impression 3D. Elle a des règles Forge World. On a joué ces règles comme les règles de Tempête de Magie. Il a un profil à 500 points. J'en ai rajouté 50 parce qu'il a un Ouda avec 5 maraudeurs lanceurs de hache au-dessus. Donc 550 points pour le mammouth à 10 PV. Un monstre colossal, hein. Il peut piétiner la cavalerie. Il est tout, je crois, à force 7 ou non, force 10. Enfin bref, il est colossalement puissant, beaucoup trop puissant même, j'ai l'impression. Ça va être un monstre, il peut one-shot beaucoup de monde. Ça va être un monstre à prendre en compte pour Quentin. Alors, avant que vous me dites en commentaire, et comment il fait tenir tous ces monstres dans les dracars, il y a un dracar magique. Voilà. Le croc des mers peut téléporter n'importe quoi, n'importe où. Donc, ça marche. C'est libre, ok? Vos G, c'est magique. Hein, ok, ça marche comme ça. Donc, on arrive avec beaucoup de monstres et beaucoup d'unités. Du côté des Bretoniens, Hippolyte de Bastogne, donc avec un profil légèrement augmenté en termes d'attaque et de commandement, sur son hippogriffe, donc en profil cumulatif, hein, c'est un profil intégral de End Times, eh bien, possède le bouclier du Graal, il est chevalier du Graal, il possède également, bien sûr, la valeur d'héroïsme, de coup fatal héroïque. C'est un tueur de monstres, hein. Il est connu comme ça. Il le joue tout le temps comme ça, hein, Hippolyte le Pieux, qu'il soit à cheval, sur Pégase ou sur hippogriffe. Quentin l'a toujours joué comme ça. Et c'est un seigneur de Bastogne. Bastogne sont les tueurs de dragons, hein, donc c'est là devient Gilles le Breton. Tueur, coup fatal héroïque, ça me va très bien. Donc c'est un très bon truc par exemple pour gérer le mammouth. Mais vaut mieux pas qu'il se loupe, parce que le mammouth pourra le tuer aussi d'un coup. C'est comme ça que ça marche. Bref, Hippolyte de Bastogne est le général de l'armée sur son hippogriffe. À côté de lui, il a la Fée Enchanteresse. La Fée Enchanteresse, un personnage, comme je l'ai dit, magicien très puissant. Elle est niveau 4 de la vie, donc elle connaît 4 sorts de la vie, mais elle est niveau 6 quand elle les lance. Très fort. Elle possède le calice qui, une fois par tour, lui fait jeter aléatoirement n'importe quel sort des cieux. Si ça tombe sur la comète de Cassandra, elle le lance, mais derrière le calice est brisé. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo parce que c'est un sort automatiquement lancé, hein. C'est un sort V6, donc c'est très fort. On l'a passé à 4 PV en profil un peu où elle gagne un PV. Normalement elle en a 3 et 3, elle en a 6 techniquement, mais 6 pour un domaine de la vie c'est peut-être un peu trop fort. Pour Wulfric il n'y aurait presque aucune chance, donc bref c'est pas grave. On lui a mis un profil assez intéressant. Elle a que 4 PV, hein. Pour la tuer ça sera plutôt facile avec Wulfric. Derrière en personnage, il y a une palatine GB qui est la fille d'Hippolyte qui le suit maintenant en croisade chevaleresse du royaume. Elle est accompagnée avec tout ceci d'unités de base, pardon, parce qu'il n'a pas d'autre héros. Il a un bloc de chevalier errant, il a un bloc de chevalier du royaume qui accompagne la palatine, il a un bloc de 50 hommes d'armes et il a 4 blocs de 12 archers. Donc voilà, il m'a pas fait une armée full chevalerie, ça m'a fait plaisir. Il m'a mis beaucoup de pouilleux, hein, 4 régiments de 12 archers et un bloc de 50 hommes d'armes. Avec un tout petit bloc de royaume, hein, je crois qu'ils étaient 8, pas plus, et un gros bloc de errants, parce qu'il joue toujours des errants, il adore ça. Les errants d'ailleurs possèdent la bannière enflammée, je ne le savais pas, et ça a été une petite surprise, vous verrez dans la partie. Du côté des unités spéciales, bien évidemment que Quentin joue 5 chevaliers Pégase, il les adore. Et en unité rare, il joue 3 trébuchets, aïe 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 aïe, et derrière il joue 5 chevaliers du Graal qui sont des gardiens du Graal. Pareil, on leur a mis un petit up parce qu'ils sont beaucoup trop chers pour ce qu'ils font dans la fin des temps, enfin par rapport à la fin des temps, donc on leur a mis les stats et seulement les stats de All World, c'est-à-dire l'endurance 4, le commandement meilleur et la bonne CC, c'est tout. Voilà. Le reste après, on les a payés en gardiens du Graal. Bref, voici l'armée. Les deux armées qui vont s'affronter. Pour ce qui est de la magie, la Fée Enchanteresse a eu le bouclier de ronce, elle a eu la vigueur de printemps, très très fort, elle a eu
la chair de pierre et les racines de la vigne. Donc autrement dit, un sort qui lui empêche d'avoir des fiascos, un sort qui augmente l'endurance, un sort qui attaque quelqu'un qui est bloqué au corps à corps avec ce régiment qu'on bénit, et un sort qui soigne. Donc voilà, très très fort, sans compter que le domaine de la magie, de la vie, soigne. Sans compter également son petit sort gratos à chaque tour des cieux. Donc voilà, quelque chose de très très fort, mais il a techniquement qu'une mage niveau 4. Bon, quand elle lance des mages de niveau 6, enfin de la vie, elle est niveau 6, que voulez-vous. De mon côté, j'ai pris le domaine du métal, comme vous l'avez compris. J'ai eu, bien évidemment, la main de plomb. J'ai eu la peau écailleuse améliorée. J'ai eu la transmutation, donc transformer les chevaliers en or. Ça va être intéressant. Et j'ai eu la +1 pour blesser en attaque enflammée. Question de pouvoir s'amuser. Ensuite, pour ce qui est du déploiement, on a fait un déploiement tout à fait classique. Pour cette bataille, pas d'objectif autre que tuer la fée, protéger la fée. Voilà, ça a l'air très très simple, mais vu qu'il y a beaucoup d'unités très spécifiques, hein, le mammouth du côté des guerriers du chaos, la marque du chaos universel, très très forte dans notre fin des temps, et du côté des Bretoniens, l'Hippolyte de Bastogne de la fin des temps et le profil des Graleux, voilà, on s'est fait plaisir avec une bataille de bâche classique. Le déploiement se fait avec un nœud ultra défensif des Bretoniens, les 3 trébuchets derrière leur ligne d'infanterie, les archers, 2 régiments d'archers sur la gauche de Quentin avec Hippolyte derrière. Vous avez le régiment de chevaliers du royaume avec la GB sur le flanc gauche, des hommes d'armes qui protègent tout le centre par 50. Vous avez les chevaliers du Graal avec la fée à la droite des hommes d'armes. Vous aurez encore un régiment d'archers et les chevaliers errants ainsi que les chevaliers Pégase sur le flanc droit. Du côté des guerriers du chaos, j'ai mis sur mes flancs les cavaliers maraudeurs avec mes avant-gardes pour venir gêner un petit peu tout le monde. Ma mutalite sur mon flanc gauche avec en plein centre Wulfric, ses guerriers du chaos et son PGB avec à droite de lui le mammouth. À droite du mammouth, la chimère avec le souffle à régène, l'attaque empoisonnée, elle a tout, elle est full équipée. Et à droite et à gauche, des régiments de maraudeurs. Sur mon flanc droit, c'est le régiment de maraudeurs avec mon général, techniquement, mon mage niveau 4. Donc j'ai plutôt centralisé mes forces à droite que à gauche. La bataille commencera par les guerriers du chaos, vu que bien évidemment, les chevaliers étant accompagnés de la fée, ne sont pas obligés de prier dès le début parce qu'ils ont déjà la bénédiction de la dame. Et il a malheureusement pas eu l'occasion de gagner le G2D, donc c'est moi qui commencerai quand même. Dommage, je me rendais pas trop trébuché d'un coup, c'est dommage. Hein. Et donc on va faire cette bataille à 3000 points. Est-ce que je vais réussir à tuer la fée enchanteresse avec Wulfric, ou est-ce que la Bretonie va se souder derrière son futur nouveau roi? Donc, pour ce qui est de mon premier tour, ma phase de mouvement est assez simple. Je ne déclarerai pas de charge, bien évidemment. Je replacerai tous mes cavaliers maraudeurs. Hein. Je vais essayer de contourner les Pégases pour ne pas me les prendre de front. Je vais avancer vers le bloc de 3 régiments d'archers avec mes maraudeurs sur mon flanc droit. Et le reste de mon armée avancera plutôt prudemment. Le lac au milieu compte comme un marais. Donc, test de terrain dangereux pour vraiment tout le monde. On a même compté pour les monstres, parce que c'est quand même de l'eau bénite, hein, on va pas se mentir. Et le reste, après, vraiment, j'avancerai pour aller provoquer un peu tout le monde. Pas trop, c'est les chevaliers bretoniens. Hein. Pour ce qui est de ma magie, je ne vais pas réussir à faire grand chose. J'aurai certes pas mal de dés, mais j'ai pas grand chose à porter. Ma main de plomb sera dissipée du côté des chevaliers bretoniens. Et ma peau écailleuse sur mes cavaliers maraudeurs passera pour qu'ils passent avec une armure un peu meilleure. Du côté des tirs que je ferai aussi avec mes maraudeurs, j'enlèverai un petit PV sur un Pégase parce que c'est toujours plus drôle. Du côté des Bretoniens, aucune charge ne sera faite. Les Pégases contourneront ma ligne sur mon flanc gauche et Hippolyte le Pieux ignorera les maraudeurs qui approchent et se déplacera justement sur mon flanc droit, bien à l'abri du mammouth qu'il a l'air de cibler. On va avoir le combat, hein, soyez sûrs, je suis presque sûr et certain, on ne pourra pas se refuser ça, Quentin et moi. Pour ce qui est de la magie, la fée enchanteresse va obtenir gratuitement le sort de déluge d'éclairs. Il visera ma mutalite. Je choisirai de ne pas le dissiper et d'assumer le coup parce que j'ai quand même une régénération, etc. Il me fera il me fera 2 PV sur la mutalite qui me fera quand même très très mal. Et heureusement pour moi, le sort ne continuera pas de se parcourir sur ma ligne. Derrière après, il lancera la racine de la vigne pour éviter les fiascos durant la partie, c'est un reste en jeu.
je choisirais de le laisser passer parce qu'elle est vraiment trop forte, il fait des jets beaucoup trop puissants. Et derrière, il tente la chair de pierre sur ses hommes d'armes et je tenterai de le dissiper. Malheureusement, j'échouerai. Encore une fois, il a trop de niveau de magie par rapport à moi. Il a une ascendance énorme en magie. Pour ce qui est des tirs, ces trébuchets viseront, les 3 trébuchets viseront la mutalite. Et c'est très simple, ils vont, pour 2 d'entre eux, dévier sur les guerriers du chaos et m'en tueront 5, ça fait très mal. Et un des trébuchets fera un incident et malheureusement n'explosera pas, mais ne pourra pas tirer durant ce tour. Pour ce qui est de la flopée de tir des archers qui viseront mes cavaliers maraudeurs, ils ne m'en tueront pas d'ailleurs parce qu'ils louperont absolument toutes leurs touches. Donc ça me va très très bien. Pour ce qui est du deuxième tour, je lance mes charges. J'envoie mes cavaliers maraudeurs, s'occuper un peu des archers et commencer à nettoyer un peu tout ça. Le tir en riposte me tuera un gars. Pour ce qui est après des mouvements, parce que je ne fais toujours pas de charge, je suis trop loin, et puis j'ai pas envie de me prendre une contre-charge du tour 2 des Bretoniens, il faut que je me méfie. Je fais pas mal de mouvements, j'envoie ma chimère avec son vol derrière les lignes. Bon, ces Bretoniens, là, ces hommes d'armes, sont passés en endurance 7, parce qu'avec les racines de la vigne, il a un énorme domaine de vie. C'est un peu trop puissant, donc j'envoie ma chimère à l'arrière des archers pour faire un souffle dans les archers et commencer à provoquer des paniques. Du côté de mes mouvements, je reverrouille l'arrière de ma mutalite avec mes maraudeurs pour éviter que les Bretoniens Pégases me la chopent. Je l'avance un petit peu pour qu'elle soit à portée de sort et le mammouth protège le flanc des guerriers du chaos et fait face à Hippolyte. Je provoque bien sûr cette figurine. Du côté de mes maraudeurs avec le sorcier niveau 4, je le laisse bien sûr derrière la colline infranchissable pour que Hippolyte ne vienne pas me choper. À la magie, malheureusement, je fais un petit jet, je fais pas grand chose, c'est bien dommage. Je balancerai une petite main de plomb quand même, j'ai de quoi le faire, sur les chevaliers du royaume de la Palatine et j'en tuerai 2. Donc c'est pas si mal que ça quand même, avec une main de plomb que Quentin n'arrivera pas à me dissiper, mais j'utiliserai tous mes dés pour ça. Pour ce qui est du souffle, la chimère va buter 3 archers et en carboniser une demi-douzaine d'autres, ne provoquant aucune panique parce que Hippolyte n'est pas loin, c'est dommage pour moi. Et le tir des cavaliers maraudeurs tuera un Pégase. Voilà, on continue de harceler, c'est rigolo, on aime bien ça. Et au corps à corps, eh bien, je tuerai pas mal d'archers, mais à cause de leur indomptabilité et surtout de la présence de Hippolyte pas très très loin, ils vont rester sur place et me bloquer méga. Pour ce qui est du tour 2 des Bretoniens, aucune charge encore une fois de Quentin. On voit qu'il a beaucoup joué pendant la campagne, hein. Il était très très chaud. Il monopolise la table, il amène ses Pégases derrière ma ligne encore une fois, il retourne ses chevaliers du royaume pour faire face à la chimère qui approche. Et derrière après, il avance ses chevaliers errants, il replace très légèrement ses centres de ligne. Et Hippolyte vient passer lui aussi derrière mes lignes. Ça fait peur, c'est assez dangereux. Du côté de la magie, il fait, avec le domaine des cieux, il fait la tornade et il vise mon mammouth. Il vise mon mammouth pour le pousser un petit peu et encore une fois l'écarter. Il réussira son sort, je ne le dissiperai pas parce que c'est un sort gratuit, donc autant lui laisser. Il ne me fera pas de dégâts. Il bougera mon mammouth de 3 pas, mais il arrive quand même une bonne tornade à booster le mammouth, à pousser le mammouth, pardon. Ça fait un peu peur. gros vent hein, dans la Bretagne. Bref, le reste de la magie sera assez impressionnant. Il va balancer sur les hommes d'armes la chair de pierre et j'utiliserai mon PAM à ce moment-là pour empêcher ces hommes d'armes d'avoir l'endurance 7, heureusement pour moi. Derrière après, il avait lancé beaucoup de dés, il échouera à conserver son avancée pour la magie. Ce coup-là, mon parchemin de dissipation est suffisant. Il avait encore 1 ou 2 dés derrière, mais j'avais tous mes dés de dissipation, ça ne servait à rien. Du côté des trébuchets bretoniens, le premier qui visera les guerriers du... Non, pardon, qui visera la chimère qui est à sa gauche, celui qui est le plus à droite du côté des bretoniens, fera un incident 1 et explosera, malheureusement, provoquant en plus la panique des archers qui est juste devant lui. Ah, ça y est, c'est terrible. Le deuxième visera également la chimère et déviera complètement hors de sa cible. Et le troisième, voulant viser les guerriers du chaos, eh bien, fera également un incident 2 et ne pourra pas tirer pendant 2 tours. Catastrophique la phase de tir des trébuchets à ce moment-là. Les archers voudront viser sur les guerriers du chaos et ne feront aucun dégât. En même temps, il n'y a plus que 2 régiments très affaiblis.
C'est pas génial. C'est pas génial en termes de tour de jeu pour le tour 2 des Bretoniens, en tout cas au tir et à la magie. Pour ce qui est des corps à corps, ben, les archers mourront au corps à corps contre mes cavaliers maraudeurs, ce qui fait que je me reformerai gratuitement. Donc c'est compliqué, c'est mon tour 3, et mon tour 3, eh bien, il faut que je tente plein de choses. J'ai un appel à la chance que je dois faire, et je vais le tenter. Déjà, mes cavaliers maraudeurs chargent sur le flanc des archers qui sont légèrement blessés, et ma chimère ainsi que mes guerriers du chaos vont charger l'énorme bloc d'hommes d'armes. Ma chimère a déjà soufflé, hein, donc c'est compliqué pour elle, mais je tente quand même le coup. Ma chimère, avec son vol, y arrivera. Les guerriers du chaos sont à 14 pas. Ils sont quand même assez loin, mais comme je me le dis, si jamais je n'arrive pas au contact, c'est plutôt la fée enchanteresse qui va me charger avec les graleux, et ça me va très bien, c'est ma cible. Mais cet énorme bloc défensif d'hommes d'armes me gêne beaucoup trop. Il peut me tanker pendant beaucoup trop longtemps, il faut que je l'atomise. Mes guerriers du chaos vont donc foncer sur ces gars. Je dois faire 10 sur mon jet et je réussis ma charge. Autrement dit, les hommes d'armes qui ne sont plus qu'à endurance de 3 maintenant se prennent une chimère sur le flanc et les guerriers du chaos plus Wulfric plus un guerrier PGB de front. En passant le marais, je perdrai un de mes guerriers du chaos emmené dans les eaux bénites, mais qu'importe, je réussis donc cette charge incroyable. Pour ce qui est du reste des mouvements, ma mutalite vient provoquer les chevaliers errants pour en fait que ça soit un piège et que mes maraudeurs et mes cavaliers maraudeurs les chopent juste derrière. Et ben après, il me reste plus que mon mammouth, et mon mammouth, ben, il décide de subir les affres d'Hippolyte. Hippolyte est trop mobile, j'ai pas le choix. Je me mets face à lui. Du côté de mes autres maraudeurs avec mon général, je vise les Pégases pour pouvoir les carboniser à la magie. À la magie justement, je balance une main de plomb sur les Pégases et je réussis à en blesser qu'un seul. La dame protège plutôt bien. Ça me fait un peu mal parce que je crois que je fais 4 sur les 2d6, c'est quand même assez nul. Et pour ce qui est du reste de mes dés, parce que la main de plomb étant loupée de dissipation par la fée, moi ça m'arrange, il ne peut plus dissiper avec elle. Je lance après la lame enchantée sur le mammouth pour qu'il touche plus facilement Hippolyte, au cas où il survive à Hippolyte tout simplement. Et je réussis mon sort, ce qui fait que le mammouth a un +1 contre Hippolyte, et ça fait pas rire. Donc, pour ce qui est de mes tirs, les tireurs de mes cavaliers maraudeurs ne feront rien sur les errants, et les tireurs, bien sûr, sur le mammouth ne feront rien à Hippolyte. Donc, le corps à corps, il y en a 2. Il y a les cavaliers maraudeurs contre les archers. Je foirerai un peu ma charge parce que je ne vais pas assez faire de dégâts sur les archers bretoniens. Donc, j'en tue 4, je crois, 3 ou 4, ce qui fait qu'ils sont toujours indomptables et pas moi. Donc, je vais rester sur place, bloqué, parce qu'ils ont le commandement de la Palatine qui est à côté. Dommage pour moi, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Les cavaliers maraudeurs se font plutôt ralentir par les archers, parce que le bretonien, tant qu'il est à côté de chevalier, il a quand même un bon commandement. Par contre, c'est le corps à corps central. Le corps à corps central est gigantesque. La chimère ne provoque pas la peur chez les bretoniens, tant mieux. Mais, les hommes d'armes font un kill. Un seul kill d'hommes d'armes dans les guerriers du chaos. Et de mon côté, j'arrache 24 hommes. 24 hommes. 24 hommes qui sont explosés au corps à corps par mes personnages, mes guerriers du chaos et ma chimère. Voyant ça, ça fait peur. On calcule le nombre de rangs et malheureusement, j'ai autant de rangs que les Bretoniens avec les guerriers du chaos. Ils ne sont donc plus indomptables, il n'y a aucun personnage dans les Bretoniens. Autrement dit, c'est un test de panique à double 1, un test de morale à double 1. Il l'échoue 2 fois et les hommes d'armes s'enfuient. Je décide de les poursuivre avec la chimère. Elles s'envolent. Les hommes d'armes passeront à travers les trébuchets et ne provoqueront pas de panique. Mais derrière, les hommes d'armes sortiront de la table ainsi que la chimère qui s'envole en les poursuivant. Ce qui fait que je me reforme avec mes guerriers du chaos face aux graleux qui sont juste sur mon flanc gauche. Je viens donc d'exploser son centre avec mes guerriers du chaos. Ça rigole pas du tout. Aucune panique bien sûr de chaque côté, mais quand même, grosse surprise là, en un seul round, d'arracher complètement ce gros bloc. Donc au tour 3 des Bretoniens, c'est les contre-charges. Ils viennent de perdre leur centre
il faut que les chevaliers balancent toute leur puissance. Pour les charges du tour 3 des Bretonniens, Hippolyte charge le mammouth face à face, il va à son destin. Les chevaliers errants libèrent leur impétuosité et chargent la mutalite, tandis que la fée enchanteresse, avec ses chevaliers du Graal, couillu Quentin, charge les guerriers du chaos. C'est bien, il m'envoie ma cible, moi ça me va très très bien. Pour ce qui est des Pégases, ils tentaient également aussi de charger les guerriers du chaos, mais ils ont échoué leur charge, dommage pour eux. La magie, la fée enchanteresse va obtenir la foudre d'Uranon, mais t'es au corps à corps ma grande, tu peux pas le faire. Et il n'aura que 6 dés, moi j'en aurai 5. Et tout simplement en fait, la fée enchanteresse va lancer un seul sort, elle va lancer la chair de pierre sur elle-même et ses chevaliers du Graal. Elle le lance à plus 6 avec son niveau 4 plus sa capacité à avoir plus 2 en lancer des domaines de la vie. Et je vais échouer ma dissipation de 1 point. Ah non. Ce qui fait que les chevaliers du Graal, avec leur nouveau stat qui ont endurance 4, passent à endurance 8. Et la fée enchanteresse passe également à endurance 8. Ah, c'est catastrophique. Alors que c'était le moment où j'aurais pu la bousiller. C'est terrible. Donc c'est un très beau jet de magie à ce moment-là pour la fée enchanteresse. Du côté des tirs, un trébuchet ne peut pas tirer. L'autre trébuchet visera les guerriers du chaos, maraudeurs pardon, et déviera et en tuera un. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Et pour ce qui est des tirs, rien ne se passera du côté des archers. Ils sont vraiment là que pour la figuration. On a oublié de préciser que les archers qui s'étaient enfuis se sont ralliés à cette phase de mouvement. Pour ce qui est des corps à corps. Alors les corps à corps, on va y aller pour la beauté des choses. Déjà le régiment de cavaliers maraudeurs, avec l'arrivée rien que de la palatine déjà, elle les explose. Donc ils sauvent les archers et se reforment. Du côté des chevaliers errants contre la mutalite, c'est littéralement leur cible. De plus, ils sont attaque enflammée comme je vous l'ai dit, et la seule chose qui survivra à la charge, ça sera une petite armure de 6+. La mutalite va, avec ses 3 PV, prendre, avec tous les chevaliers errants qui la frappent, 4 blessures. 4 blessures. Je ne peux les sauver que sur des 6 parce que mon armure est à 4 diminuée à 2. Enfin diminuée par 2, donc elle n'a plus que 1 et ma régène saute. Et je réussis 2 sauvegardes à 6+. Et c'est les chevaux qui me frappent avec une blessure et le cheval arrivera à me blesser et à me tuer la mutalite. Incroyable. Les chevaliers errants résistants en plus dans leur poursuite, dans leur charge irrésistible, se reformeront face aux maraudeurs. Bien joué, le cheval qui tue la mutalite, c'est beau. Ensuite, c'est les 2 gros combats du tour 3. Voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait, c'est la partie qui se joue ici. Hippolyte le Pieux contre le mammouth de guerre. Il est chevalier du Graal, donc il ne craint pas la terreur. Il frappe avant. Il est chevalier du Graal, il est duc de Bastogne. Hippolyte a une potion d'impétuosité, j'ai oublié de le préciser dans la liste, et il la boit bien sûr juste avant de charger. Ce qui fait qu'il a une charge dévastatrice, donc il a plus une attaque. Il monte donc à 6 attaques. 6 attaques, coup fatal héroïque. Avec sa grande CC, il me fait un perfect en touche. Il a donc 6 touches. Certes, il a une force de 5 parce qu'on a donné le profil du duc de Old World, mais j'ai une endurance beaucoup trop grosse, il me blesse que sur des 6. Mais, s'il fait un 6 sur ses 6 dés, il me fait un coup fatal héroïque. Pour vous faire juste un petit peu l'explication de la peur que Quentin a à ce moment-là du jeu, déjà c'est son personnage qui peut mourir à ce moment-là, son personnage que je lui ai dit, il va peut-être devenir roi, hein, méfie-toi, fais-le pas mourir, avec la grosse goutte qu'il avait comme ça. Dans les dernières parties que vous avez pu voir sur la chaîne, parce qu'il joue tout le temps Hippolyte, hein, même si c'est pas la fin des temps, on a eu un combat avec Hippolyte le Pieux sur son hippogriffe, avec la bête sauvage de Horos, etc., en coup fatal héroïque contre un prince démon. Avec 12 attaques, il n'a jamais réussi à tuer le moindre personnage, la moindre chose en coup fatal héroïque. Et là, s'il ne le fait pas, le mammouth peut lui mettre des 2d6 PV dans la tronche assez facilement. C'est assez catastrophique à ce moment-là. En faisant les jets, je vous mets le moment des blessures qu'on a filmé. C'est le seul moment qu'on a filmé les jets de dés pour voir s'il y a un 6.
Donc Hippolyte qui a l'initiative. Combien a-t-il d'attaques? 6. 6 attaques avec le coup fatal héroïque, bien sûr. Et l'hippogriffe, il y en a 4? Et l'hippogriffe, il en a 4. Ok, donc vas-y. C'est touche à 2 pour Hippolyte, 3 l'hippogriffe. Tout qui touche pour Hippolyte. C'est mauvais, c'est très très mauvais. L'hippogriffe, force pas beaucoup. C'est du 6 pour me blesser, Ça ça ne passera pas. Allez C'est Hippolyte. maintenant un petit 6 là. Alors, parce qu'il a le coup fatal héroïque, donc s'il le passe, il me one-shot le mammouth. T'as 6 dés, techniquement tu le fais. Je le fais. Non, putain de merde. Enfin. Et oui, sur 6 dés, il ne fait qu'un 6, mais c'est suffisant. Le mammouth n'a aucune invulnérable. J'ai assumé 550 points que j'ai peints pour cette partie et ça ne fera rien. En même temps, c'était la dernière figurine peinte de l'armée guerrier du chaos. Je me fais one-shot mon mammouth au premier round de corps à corps par Hippolyte le Pieux et son coup fatal héroïque. Bravo, Quentin. C'est magique et magnifique. Hippolyte le Pieux tente donc une charge irrésistible pour aller choper le dos des guerriers du chaos, mais il était trop loin, il ne fait que 5. Donc c'est catastrophique pour moi, je perds mon mammouth en un seul round, mais qu'est-ce que c'est que ce combat horrible. Donc bah, ça fait très très mal bien sûr. Et donc bah, on passe au dénouement de la partie. C'est le moment où là il a eu de la chance, est-ce que j'en aurai aussi. Le face-à-face Wulfric fait Enchantress parce que bien évidemment je déclenche mon défi et personne ne peut refuser le défi de Wulfric. Et c'est même moi qui cible mon adversaire. Je choisis la fée. On se met donc face à face. Le truc, c'est que la fée a endurance 8. Mais Wulfric, contre sa cible, il relance tous les touchés ratés et il a +2 en force. Il monte donc à force 7. Pas si mal. Elle a une invulnérable de 4 quand même, la fée. Très dur à tomber avec mes 4 pauvres attaques. Mais quand même, je peux lui faire mal. Et la menacer non-stop. Déjà, nos régiments se battant entre eux, les chevaliers du Graal contre les guerriers du chaos. Les chevaliers du Graal m'arracheront 6 guerriers du chaos, tandis que mes guerriers du chaos arracheront 3 chevaliers du Graal. Donc franchement, on se vaut hein, en termes de points déjà, c'est vraiment équitable. Alors que ce sont des chevaliers du Graal avec les profils de Old World, hein, avec les règles, enfin les stats de Old World, et moi des guerriers du chaos lambda avec des halbardes. Arrive le face-à-face, la fée enchanteresse frappera, elle ne fera rien à Wulfric, absolument rien, alors qu'il a que 2 PV, je le rappelle, et Wulfric, avec ses 4 attaques, mettra 2 PV à la fée. Alors, il en mettait 3 et elle passe une seule invue. Donc, la fée enchanteresse est lourdement blessée, surtout que c'est mon tour après, donc je pourrais faire des belles folies. Je perds certes le combat avec mes guerriers du chaos, mais avec ma ténacité, pas de problème, sachant que mes guerriers du chaos en plus sur leur bannière ont la bannière de commandement. J'ai donc commandement 9 relançable. Je ne bougerai pas. Ce qui fait que certes, Hippolyte vient de me bouffer mon mammouth, donc je ne tuerai pas Hippolyte. Là, j'ai quasiment plus rien pour le gérer. Hein. Hippolyte, hein, il est vraiment beaucoup trop fort, sauf peut-être la magie, qui est encore là, magie du métal, hein, n'oublions pas. Mais derrière, c'est mon tour 4, et la fée enchanteresse est fortement blessée. Il ne reste plus que 2 PV. Je peux y arriver. Je peux arriver à arracher la victoire. Tour 4 des guerriers du chaos, ce sont les contre-charges. J'envoie mes maraudeurs du chaos ainsi que mes cavaliers maraudeurs sur les chevaliers errants. Parce que mes cavaliers sont de flanc, mes maraudeurs à armes lourdes sont de front. Je vais peut-être pouvoir faire pas mal de kills quand même dans ces chevaliers errants et les mettre en fuite. C'est ce qui m'ira très bien. Pour le reste, je ne bouge pas mes autres maraudeurs parce que bah, j'ai pas grand chose à faire. Hein, c'est terrible. Je m'approche juste de Hippolyte pour pouvoir blaster à la magie. Pour ce qui est de la magie, justement, je vais tenter une main de plomb sur Hippolyte, bien sûr, pour essayer de lui faire le plus de dégâts possible. Et malheureusement pour moi, je vais faire que je crois que 3 et je blesserai quasiment. Même parce qu'il a qu'une armure de 3+, je ferai 1, 2 et 3. Et derrière, son invulnérable passera sans problème, donc je ne ferai rien à Hippolyte, bien malheureusement. Pour ce qui est du corps à corps, parce que mes tirs, j'ai plus rien. Pour ce qui est de mes corps à corps, je vais perdre un maraudeur contre les chevaliers errants. Mais derrière après, je vais arracher de mémoire 3 chevaliers errants ou 2 chevaliers errants. Je vais arracher 2 chevaliers errants, mais avec mes bonus fixes, je vais faire craquer les chevaliers errants et les mettre en fuite.
Je vais faire paniquer les archers qui sont derrière et les manger en plus en poursuite. Mes cavaliers maraudeurs tenteront de les rattraper, malheureusement échoueront de 1 pas, tandis que mes maraudeurs armes lourdes viendront voir le dos de la fée enchanteresse. Espérons que je puisse la tuer et terminer les Grâles devant les yeux d'Hippolyte pour le faire mourir de chagrin face à la mort de la fée. Pour les derniers corps à corps, les chevaliers du Graal contre mes guerriers du chaos. Les chevaliers du Graal ne feront qu'un seul kill. Terrible, hein, mais les guerriers du chaos par contre n'arriveront pas à blesser correctement les chevaliers du Graal et leur invulnérable réussira parce que j'ai quand même une force de 5, donc une ammu de 5 contre eux. Et c'est l'arrivée de Wulfric face à la fée enchanteresse. Je frappe avec mes 4 attaques, elle n'a plus que 2 PV. Je lui fais 3 blessures encore, vous imaginez, hein, je la blesse sur du 5+, et je fais 5, 5, 6, 2 sur 4 attaques. En même temps, je relance mes touches, donc je réussis tout le temps. Mais mes blessures, je suis monstrueux, je suis immonde. Et au jet, il faut donc qu'il en passe 2 sur 3 à 4+, sinon elle est morte définitivement. Il ne pourra pas faire de magie de la vie ou la ramener. Hein. Quentin jette et réussira ses 2 sauvegardes. Il réussira 2 sauvegardes, il ne va rester qu'un seul PV à la fée. À mon tour 4, j'arriverai pas à la tuer. Elle me fera rien sur Wulfric derrière, malgré le fait que je dois tester mon initiative et tout ça contre elle. Bien sûr, on n'a pas oublié, vous inquiétez pas. Bref, j'arriverai pas à la tuer. Les chevaliers du Graal n'auront même pas perdu le combat vu qu'ils ont fait plus de kills que moi. Donc, ça reste là. Je reteste et je ne bouge pas. Je crois même que c'est une égalité même d'ailleurs qu'on finit. Et c'est le tour 4 de la Bretonnie. Et c'est le boucaquet. Voilà, alors j'ai pas dit que ma chimère revient, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est la charge des chevaliers du royaume qui sont reformés contre les cavaliers maraudeurs. C'est la charge des Pégases sur mon flanc. Et c'est la charge de Hippolyte dans mon dos. Ah, tout ça sur les guerriers du chaos avec Wulfric. Ah, non, au secours. C'est même d'ailleurs le ralliement des chevaliers errants face aux cavaliers maraudeurs qui ont perdu la bénédiction donc. Et la reformation des archers. Pour ce qui est de la magie, la fée enchanteresse va balancer des sorts à tire-larigot. Elle va rebalancer la chair de pierre sur ses gardiens du Graal. Je ne pourrai pas la dissiper, trop forte pour moi. Enfin, je vais essayer, je vais échouer. Elle regagnera donc un PV et passera à nouveau endurance 8. Elle restera comme ça. Du côté de l'autre sort, elle fait le bouclier de ronce et elle va même réussir à le passer. Ne me fera pas de dégâts, mais réussira à regagner un PV. Elle revient donc à 3 PV. C'est catastrophique à ce moment-là, vraiment, vraiment, c'est catastrophique. Et pour ce qui est des tirs, son trébuchet va faire un incident 6. Vraiment, les trébuchets qui n'auront servi à rien de la partie quasiment. Et pour terminer, le corps à corps, le corps à corps, vous imaginez bien, avec 4 régiments contre un seul, déjà éprouvé, mes guerriers du chaos et mon PGB seront annihilés par les forces de la Bretonnie. Et Wulfric réussira quand même à reblesser la fée une nouvelle fois. Donc techniquement, je l'aurais tué si elle n'aurait pas fait sa magie. Mais derrière, bien évidemment que je serai mis en déroute et Wulfric, le dernier survivant de tout son régiment, sera en fuite et sera rattrapé par ni plus ni moins que Hippolyte lui-même. Les Pégases en charge et en poursuite, pardon, vont venir impacter mes maraudeurs juste derrière. Ok, d'accord, bonjour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait mal. Oui, parce que je m'enfuis de l'autre côté, donc je suis poursuivi. Et les Pégases, étant plus larges, rentrent en contact avec mes maraudeurs. Ça fait la mauvaise surprise à ce moment-là. Et vu que mon régiment de guerriers du chaos s'est fait dégommer la tronche à 6 pas de ma chimère qui était là pour venir rattraper le coup, eh bien ma chimère panique et s'enfuit parce qu'elle n'est pas immune psycho. C'est dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Heureusement, mes cavaliers maraudeurs se font pas impacter par Hippolyte ou les chevaliers du royaume. C'est dommage quand même. La fée enchanteresse, donc avec ses 4 derniers chevaliers du Graal, se reformeront vers mes maraudeurs. Je vais essayer tout simplement de m'en sortir, hein, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais la fée enchanteresse, avant qu'elle fasse sa phase de magie, a obtenu la comète de Cassandora sur son sort. Voilà. Je sais, c'est un peu chafouin, mais je l'avais oublié, j'ai juste de m'en rappeler. Et donc, la comète de Cassandora, tu peux quand même la faire si tu es au corps à corps, même s'il est en plein défi. Donc, elle appelle la comète de Cassandora vers mes maraudeurs avec mon général. Parce que c'est drôle. Ce qui fait qu'à mon tour 5, j'avance avec mes maraudeurs du chaos parce que j'ai pas envie de me prendre la comète sur la tronche. Et derrière, je tente ma magie, mais ça ne servira à rien parce que je fais un 2 en plus à la magie. C'est terrible, j'arrive à rien, c'est nul.
Au corps à corps, les Pégases, j'en tuerai un, mais il m'arrache 8 maraudeurs. Bon, je suis encore indomptable, donc je resterai sur place, mais quand même, ça fait mal. Et donc, pour le tour 5 de la Bretonnie, eh bien, c'est la charge Chevalier Errant qui viennent aider les Pégases. Et c'est la reformation des Graleux et de Hippolyte, avec les Chevaliers Errants qui mangeront de toute façon les cavaliers maraudeurs en charge. La comète de Cassandra tombera à ce moment-là, parce qu'à ma phase, elle n'est pas tombée, mais elle tombera bien sûr au début de la phase de magie de la Bretonnie. Elle fera en plus 10 dommages, force 6, je crois, un truc comme ça, et m'arrachera 10 maraudeurs. Allez, bim, pas de panique, heureusement. Pour ce qui est de la magie, la fée enchanteresse fera de la vigueur de printemps et récupérera l'intégralité de ses chevaliers du Graal et ses PV. Ah, au secours! Il balancera un bouclier de ronce sur les Pégases et me tuera en plus des maraudeurs sur le coup. C'est terrifiant. Pour ce qui est des tirs, le trébuchet visera les maraudeurs et déviera malheureusement, et les archers n'en tueront que 2. Pas de panique déclenchée, donc je réussirai à avoir ce régiment encore debout. Et pour ce qui est du régiment de maraudeurs contre les chevaliers errants et les Pégases, bien sûr que les chevaliers errants rattraperont leur honneur et sauveront les Pégases des armes lourdes. Pour ce qui est du dernier tour, mes maraudeurs n'ont pas ils ont aucune chance. Je décide de me rendre et d'arrêter là parce qu'il me reste plus que 10 maraudeurs et un mage. Ça fait peur, ça se fait très très peur. Et donc, la victoire va à Hippolyte le Pieux qui n'a eu aucune blessure durant cette bataille, et la fée enchanteresse qui est passée vraiment à ça de mourir contre Wulfric. Donc, on en arrive à la fin de la bataille. Et quelle bataille! On est passé à ça de la catastrophe pour la Bretonnie, et on a eu la démonstration de puissance de Hippolyte de Bastogne sur le mammouth, qui vient en plus derrière percer la ligne et venir sauver la fée, une nouvelle fois, de la mort. Même si elle s'est sauvée quand même toute seule, c'est pas une princesse qu'on vient sauver, c'est la fée enchanteresse, c'est Morgiana. Ce qui fait que, pour la Bretonnie, à ce moment-là, Hippolyte dit le Pieux, qui a capturé Wulfric, je l'ai dit, Wulfric a été mis en fuite et a été rattrapé par Hippolyte. Il sera jugé coupable de corruption chaotique et Hippolyte le Pieux le tuera. C'est Quentin qui a pris des décisions. Je lui ai dit, tu me diras ce que tu fais à la fin de cette bataille et je te dirai en vidéo qu'est-ce qui se passe. Hippolyte le Pieux tuera Wulfric. Il l'exécutera comme un noble face à un tortionnaire mégalomane complètement fou. Il le tuera. Mais, à l'endroit même où la bataille s'est déroulée, Hippolyte le Pieux demandera à ce que Wulfric, un humain qui malheureusement a sombré dans le chaos, soit enterré avec ses armes et son armure, et reçoive, à côté de ce terrain béni, une protection de la dame pour sauver son âme, même dans l'au-delà. Les chevaliers bretoniens décideront bien évidemment de récupérer, de détruire également le croc des mers qui a été utilisé par Wulfric pour venir ici, et la proue de ce navire, ce qui le rend magique, rappelez-vous, sera la stèle de Wulfric, de sa tombe. Donc le croc des mers est détruit, et sa stèle est désormais protégée en pleine Bretonnie et en pleine Bastogne par des chevaliers du Graal. Et bien évidemment, après avoir participé à la bataille de la Maison Thal et l'avoir sauvée, après avoir sauvé la fée enchanteresse de la captivité, après avoir abattu un mammouth de guerre du chaos en un seul orion, et avoir rattrapé Wulfric et l'avoir jugé, face à ses chevaliers, face à la fée enchanteresse, la héroïne de la dame, eh bien, la fée enchanteresse Morgiana demandera à Hippolyte d'entrer dans le lac béni de ce champ de bataille, et, par le fait, elle le nomme roi de Bretonnie. Ce personnage donc, Hippolyte le Pieux, devient, pour notre fin des temps, le nouveau roi de la Bretonnie. Donc bravo à Quentin. J'espère que cette bataille vous a plu.
J'ai essayé d'autres méthodes un peu pour filmer, etc. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, likez-la, commentez-la. C'est très important pour nous déjà et même pour savoir que je sache que ça vous a plu. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de la review Old World, de la bataille Old World ou même d'autres choses. On verra bien ce qu'on produit. On se retrouve bientôt sur Twitch également. N'hésitez pas à nous rejoindre. Portez-vous bien et soyez rassurés. La Bretonnie est redevenue puissante, mais la fin des temps n'est pas du tout terminée. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao.